Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Bonjour Agnès. Bonjour David. Tous mes voeux, bonne année. Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe. Bon, le gouvernement donc qui réaffirme sa fermeté sur le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Revenir sur ce recul de l'âge de départ à 64 ans serait renoncer au retour à l'équilibre du système, nous dit Olivier Dussopt, ministre du Travail. Il a raison. Oui, bien sûr qu'il a raison. En réalité, on aurait dû repousser plus l'âge de départ à la retraite si on veut véritablement équilibrer le système à l'horizon 2040, 2050. Les 65 ans, ça aurait été beaucoup plus efficace. Alors si on recule sur les 64 ans, alors là, ce sera catastrophique pour l'équilibre du système. Il ne faut pas oublier que tous les déficits dont on parle depuis des semaines et qui sont prévus par le Conseil d'orientation des retraites, ces déficits, ils sont minorés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont calculés avec un plein emploi à 4,5%. À 4,5%, vous savez bien, David, qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Alors, c'est vrai, sur le front du chômage, la situation s'est un peu améliorée, mais on n'est pas du tout à 4,5%, on est plutôt au-delà de 7% aujourd'hui. Et personne n'est capable de dire qu'on sera au plein emploi en 2027 ou en 2030. Et vous savez, Agnès, que si on est en 2030 à 7% de taux de chômage, il y a un différentiel d'économie en défaveur qui est de combien, vous le savez, 7 milliards d'euros. Donc on voit bien effectivement que cet équilibre sur 2030 est fragile. Mais dit autrement... Absolument. Au lieu d'avoir un déficit qui est annoncé par le gouvernement autour de 12 milliards, 12 milliards 4 en 2027 et 13 milliards 5 en 2030, on serait plutôt en 2030 autour d'une vingtaine de milliards de déficit. Alors évidemment, ce n'est pas des chiffres qui sont gravés dans le marbre, mais on sait aussi que l'économie potentielle, et vous l'avez dit tout à l'heure, en 2030, c'est 17,7 milliards d'économies. Si le déficit est bien plus élevé que ça, avec en plus tout ce qui a été accordé en dépenses supplémentaires, qui est à 4,8 milliards aujourd'hui et qui risque de déraper avec la discussion au Parlement, eh bien, on aura toujours un déficit en 2030. Agnès, les Français ne veulent pas 66% de cette réforme des retraites. Pour eux, ils doivent se dire, mais on nous parle de 13 milliards d'euros, 17 milliards d'euros de déficit. Mais pendant la crise sanitaire, on a dépensé 140 milliards d'euros pour protéger les Français de la facture, de la flambée des prix de l'énergie. C'est au global 110 milliards d'euros. 13-15 milliards d'euros, c'est rien à côté, c'est une broutille. Hein. Oui, c'est sûr qu'on a fait une très très mauvaise pédagogie ces dernières années avec le Covid, avec toute la crise énergétique qu'on vit en ce moment, parce qu'on donne l'impression que les milliards tombent du ciel, alors que c'est pas vrai du tout. Et David, la réalité, c'est que le sujet, c'est pas 2030 ou 2027. Le sujet, il est là tout de suite sur la table. Pourquoi ? Parce que justement, parce qu'on a dépensé autant de milliards qu'on n'avait pas, parce qu'on s'est endetté, on s'est surendetté. On a creuser la dette sur le dernier quinquennat, vous le savez bien, d'environ 700 milliards de dettes supplémentaires, ce qui est gigantesque, bien plus important que sous les quinquennats précédents. Pourquoi ce problème de dette se télescope avec le problème des retraites ? Parce que, évidemment, ceux qui nous prêtent de l'argent tous les mois, parce que la France a besoin de plus de 300 milliards pour se financer, puisque justement on a ces niveaux de déficit public très importants, eh bien ceux-là, ils regardent la gestion de la France. Et s'ils voient qu'on n'est pas capable de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, eh bien ils vont à un moment nous sanctionner. Et s'ils nous sanctionnent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir une explosion de la charge de la dette. On l'a déjà vu en 2022, vous avez vu vous-même avec l'augmentation des taux. Qu'est-ce qui s'est passé ? La charge de la dette, elle est passée de 39 milliards qui avaient été votés au Parlement à plus de 50 milliards. Et là, on sait déjà qu'on va déraper sur la charge de la dette cette année et que quand la charge de la dette va dépasser le budget de l'éducation nationale, eh bien, à ce moment-là, on va être dans une situation financièrement intenable. Donc, le sujet des retraites, c'est pas un sujet de déficit dans 5 ans, c'est un sujet de taux sur la dette française dès 2023. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas dit aux Français. On n'a pas dit aux Français la vérité, c'est-à-dire que si on ne fait pas la réforme des retraites, eh bien, on va vers une attaque des marchés sur la dette française. Et ça, il faut absolument l'expliquer. Ouais, pour l'instant, la France se finance à 10 ans à 2,5%. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Oui, alors David, oui, d'accord, 2,5, mais on était à 3%, on était monté à 3% au mois de décembre 2022, et on a des anticipations d'augmentation des taux sur la dette, vous le savez bien. Vous savez bien que la BCE va continuer à augmenter aussi ses taux, et qu'on ne va pas rester dans des niveaux de 2,4 ou 2,5% sur l'OAT à 10 ans.
et que chaque fois, d'ailleurs, on a pu noter que chaque fois qu'on dit on va reculer les annonces sur l'âge de départ à la retraite, etc., on voit que les marchés n'aiment pas tellement ça. Donc, ce sujet des retraites est un sujet qui est particulièrement regardé par ceux qui nous prêtent de l'argent pour faire fonctionner nos services publics, pour payer les fonctionnaires, pour payer les retraites. Si on part du principe effectivement qu'il y a un déficit à combler, est-ce qu'il n'y a quand même pas d'autres moyens que l'accélération de la durée de cotisation, que de le report de l'âge légal? Selon les syndicats, CFDT en tête et Laurent Berger, il y a d'autres moyens de colmater les brèches et de boucher les trous, notamment augmenter le taux d'emploi des seniors. Il y aurait d'autres possibilités aussi. Oui, mais c'est un peu une sorte de vérité de la palisse, c'est-à-dire, attends, on va augmenter le taux d'emploi des seniors, comment? Justement, en repoussant l'âge de départ à la retraite. C'est totalement ridicule de dire il faut augmenter le taux d'emploi des seniors tout en disant qu'il ne faut pas repousser l'âge de départ à la retraite. Ça n'a aucun sens. Oui, d'ailleurs, on sait très bien que Agnès dit dans autrement. Notre système, allez-y. Dans notre système, on a en plus des incitations qui sont pas très malines, justement, à faire sortir les seniors de l'emploi. Par exemple, l'indemnité de licenciement, elle n'est pas imposable, alors que l'indemnité de départ en retraite, elle est imposable. Donc, il y a plein de choses qui font que même les salariés sont incités à partir plus tôt, puisqu'ensuite, vous avez 36 mois. Comment on fait pour désinciter, encore une fois, les entreprises à conserver ou à ne pas conserver plutôt leurs seniors? Justement, on regarde tout ce qui fait que les salariés eux-mêmes ont une incitation à partir plus tôt. Quelles sont les incitations aujourd'hui, encore une fois? Il y en a, et je viens d'en citer une. Au-delà de celle-là. Le fait qu'on n'impose pas les indemnités de licenciement, qu'ensuite on ait 3 ans de chômage après 55 ans, alors qu'on pourrait réduire ce temps d'indemnisation chômage dans la plupart des pays. Il est réduit à compter du 1er février. Oui, mais il est réduit à condition que le taux de chômage, vous savez bien, c'est une sorte d'usine à gaz technocratique qui fait qu'à un moment, on n'est pas du tout sûr de combien de temps ça va durer cette histoire, alors que dans la plupart des pays, il n'y a pas du tout ces conditions de plus 9%, moins 9%, plus 0,8, moins 0,8. Les durées d'indemnisation des seniors sont beaucoup moins importantes dans tous les pays qui nous entourent. Donc, si on veut véritablement une augmentation du taux d'emploi des seniors, il faut que tout aille dans le sens d'inciter les seniors à rester eux-mêmes dans l'entreprise. Parce que je trouve, David, qu'il y a tout le temps une sorte de postulat de départ qui est de dire que c'est les employeurs qui veulent que les personnes sortent de l'emploi. Mais il n'y a pas que les employeurs, les salariés eux-mêmes le demandent. Donc, dire qu'il n'y a que l'employeur qui est responsable du mauvais taux d'emploi des seniors en France, vous avez vu d'ailleurs que, et je l'avais noté dans nos études de la Fondation IFRAP, chaque fois qu'on a repoussé l'âge de départ à la retraite, on a amélioré le taux d'emploi des seniors en France. Donc, la réalité, c'est que chaque fois qu'on repousse l'âge, chaque fois qu'on incite les seniors par des mesures législatives, eh bien, ils restent plus longtemps dans l'entreprise. Donc, c'est exactement ce qu'ont fait tous les pays voisins de la France. Et je trouve ça dommage que les syndicats ne regardent pas un peu plus comment ça se passe à l'étranger. Dans tous les pays qui nous entourent, on est déjà à 65 ans et on va vers 67 ans en Allemagne, en Belgique, et dans tous ces pays-là, ils ont déjà intégré le fait qu'on ne peut pas avoir un salarié qui finance un retraité, c'est pas possible. Juste Agnès, sur l'index sur l'emploi des seniors, c'est gadget ou pas ce truc-là qui est censé valoriser les bonnes pratiques, dénoncer les mauvaises pratiques en matière de maintien dans l'emploi des seniors? Ce non-respect de publication sera donc accompagné d'une sanction financière, nous a dit le ministre du Travail. Pas de sanction en l'absence de résultats. On se dit, bon, il n'y a pas de mesure coercitive, mais voilà, comment on incite encore une fois les boîtes à être vertueuses en la matière? Et vous en pensez quoi de cet index alors? Non, mais franchement, cet index, pour moi, n'est pas nécessaire. C'est une sorte de photo de chaque entreprise qui, finalement, va pas vraiment nous aider à augmenter le taux d'emploi des seniors. La réalité, c'est que chaque fois que vous repoussez vraiment l'âge de départ, vous augmentez le taux d'emploi des seniors, point barre. Et que quand vous dites l'âge de départ, il est à 64 ans, à 55 ans ou à 57 ans, on n'est pas vieux. C'est aussi la question de revaloriser l'image de la personne qui a dépassé 55 ans. Évidemment, si l'âge de départ à la retraite est à un âge très tôt, vous allez considérer de plus en plus tôt que la personne est senior. Si vous êtes sur des âges de départ comme dans les autres pays qui nous entourent, on ne va pas dire qu'à 60 ans, vous êtes vieux et que vous ne pouvez pas rester dans l'entreprise. Donc je pense que c'est aussi une question culturelle et d'image du senior et de l'apport que peut avoir le senior dans l'entreprise. Et l'idée de sanctionner les entreprises parce qu'elles n'emploient pas assez de seniors, mais je pense que ça ne va pas du tout dans la bonne direction. Encore une fois, moi, je suis
absolument persuadée que le système actuel, il incite tout le monde, y compris le salarié, à sortir de l'emploi le plus tôt possible. Et on sait très bien qu'en France, on a un problème avec la valeur travail. On le voit quand on fait des comparaisons internationales, on a 12 milliards d'heures travaillées en moins par rapport aux Britanniques qui ont le même nombre d'habitants que nous. Donc ça fait quoi? Ça fait 100 milliards de valeur ajoutée, de PIB de la France qui sont créés en moins chaque année. Ça résoudrait la question des retraites, ça, si on avait toutes ces heures travaillées en plus? En réalité, c'est en repoussant l'âge et en augmentant le temps de travail mensuel ou hebdomadaire en France, en réduisant l'absentéisme, en réduisant tout ce qui est finalement RTT, etc., on arriverait à produire finalement une richesse par habitant beaucoup plus importante. La réalité, c'est qu'on a, ces dernières années, et ça a commencé dans les années 80, on a réduit le travail des Français. On est passé de 65 ans, on était à 65 ans avant la réforme des années 80. Et il ne fallait pas la faire, cette réforme de passer l'âge à 60 ans. Sous François Mitterrand. On a fait les 35 heures. Les 35 heures, ça n'existe qu'en France. Donc, on a un problème de travail en France. On a un problème d'incitation au travail. Et finalement, on est obligé maintenant d'expliquer qu'il va falloir travailler plus, alors que pendant des années, on a fait croire aux Français qu'il faudrait travailler moins. C'était un mauvais message, parce que quand on travaille moins, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on a constaté en France ces dernières années, une richesse par habitant qui est pas bonne, c'est-à-dire on est 23e au monde en richesse par habitant. Franchement, 39 000 euros par habitant de richesse nationale, c'est vraiment très faible. Au Danemark, ils sont à 60 000 euros par habitant. Oui, ils travaillent plus longtemps. Juste, Agnès, il y a eu hier cette étude d'impact du texte gouvernemental dont s'est servi l'exécutif pour montrer la solidarité, l'équité entre les générations de sa réforme. Syndicat qui dénonce une réforme injuste et brutale. Dussopt, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, nous dit en gros les pensionnés les plus pauvres, c'est important, ce sont eux qui verront leur pension à la liquidation augmenter le plus. Bon, en pourcentage évidemment et pas en euros. Vous en pensez quoi? On voit dans l'étude d'impact qu'effectivement, dans l'ensemble, les pensions vont plutôt être revalorisées. Et c'est normal, quand vous travaillez plus longtemps, vous avez ensuite un niveau de pension qui va être plus important. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut inciter le plus de monde possible à avoir des carrières complètes. Là aussi, ceux qui sont les plus pénalisés dans les niveaux de pension, c'est ceux qui ont eu des carrières hachées, qui ont finalement pas cotisé toute leur vie. Et il faut quand même expliquer que le droit à pension, il est lié à une durée de cotisation, et que si on cotise toute sa vie et qu'on a une carrière complète, on a quand même une chance d'avoir une pension beaucoup plus importante. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les simulations de l'étude d'impact. Finalement, quand vous avez une carrière complète, vous avez un niveau de pension à la fin qui est meilleur. Oui, mais qui augmente légèrement avec la réforme. Plus 0,3% pour les Français nés en 1962, oui, plus 0,6% pour ceux nés en 1966, plus 1,5% pour ceux nés en 1972. Oui, mais pour les femmes, vous voyez bien que celles qui sont nées en 1972, c'est plus 2,2%. Oui, mais elles travaillent plus longtemps que les hommes. Elles devront travailler plus longtemps. Non, elles ne vont pas travailler plus longtemps que les hommes. Attention, elles vont travailler en plus que les hommes. Voilà. Mais en réalité, elles vont partir plus tôt que les hommes. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la façon dont on a pris l'étude d'impact depuis hier, notamment dans ce qui a été relayé médiatiquement. Les hommes, par exemple, qui sont nés en 80, ils vont partir à 64,7 ans en moyenne, alors que les femmes vont partir à 64,5 ans. Ceux qui sont nés en 66, idem, les hommes vont partir à 63,9 et les femmes à 63,7. Donc, on a quand même des femmes qui vont continuer à partir plus tôt que les hommes après la réforme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été très bien expliqué. Il y a une augmentation du nombre de mois travaillés qui est un peu plus importante pour les femmes. Oui. Et j'ai trouvé d'ailleurs que ce qui avait été évoqué par Marie-Cécile tout à l'heure sur l'idée de partager les trimestres en plus pour les femmes qui ont eu des carrières complètes et qui ont eu des enfants est une bonne piste, puisque ça n'est possible que pour les enfants qui sont nés après 2010. Et c'est vrai que ceux qui sont nés en 72, ils n'ont pas beaucoup d'enfants qui sont nés après 2010. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être à réfléchir dans la discussion parlementaire, parce que la réalité, c'est qu'il faut aussi inciter quand même à avoir des carrières complètes et aussi des enfants. Et ça va être un des sujets, je pense, sur
la question de l'équilibre des pensions dans les prochaines années aussi, puisqu'on voit le taux de natalité qui baisse. Ouais. Agnès, j'aurais dû commencer par ça, quand on a parlé de l'étude d'impact. Elle minimise quand même l'âge de report légal. On pense qu'on va tous travailler 2 ans de plus. En l'occurrence, les Français ne devront pas travailler 2 ans de plus. Le recul de l'âge effectif sera de 6 mois pour la génération de 1966, de 7 mois pour ceux qui sont nés en 1972. C'est un exemple. C'est pas dramatique, Oui. enfin, c'est pas 2 ans de boulot supplémentaire. Hein. Bah non, c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est assez incroyable de voir qu'on annonce encore des journées de mobilisation qui vont perturber Mais comment on explique ce tour de passe-passe? Pardon, parce que mais moi j'ai compris qu'on devrait tous travailler 2 ans de plus. En l'occurrence, je vous dis, on est en mois, on n'est pas en année. Hein. Mais non, mais parce que la réalité, c'est que tout dépend de l'âge auquel vous avez commencé à travailler. Si vous avez plus vous passez dans des générations qui sont nées dans les années 80, 85, 90, ces générations-là, elles ont commencé à travailler plus tard. Donc, en réalité, de toute façon, mécaniquement, avec le nombre de trimestres et avec le fait que la réforme Touraine, de toute façon, aurait été appliquée à plein pour ces générations-là, évidemment, ça les décalait déjà par rapport à 62 ans. Donc, moi-même, j'ai fait ma propre simulation. Je ne pouvais pas partir à 62 ans. Je partais déjà après 62 ans, même en ayant eu des enfants. Donc, il y a du une fait image de la réforme Touraine, en fait. Et mais de la du montée fait en de la réforme puissance. Touraine, parce il ne faut pas oublier que l'histoire des 43 annuités, ça a été voté par la gauche, ça a été voté par le gouvernement de François Hollande. Et il y a juste une accélération dans le cadre de cette réforme. Mais le principe des 43 ans et des 172 trimestres, il était déjà acté. Donc, la plupart de nos concitoyens qui sont nés dans les années 80 et qui ont commencé à travailler à 25 ans, ils ne pouvaient pas partir à 62 ans. Ce n'était pas possible mécaniquement. Donc, il y a, c'est vrai, un problème de vision de l'effort qui va être fait véritablement par la plupart de nos concitoyens, parce que les syndicats martèlent que c'est travailler 2 ans de plus, 2 ans de plus, 2 ans de plus, ce n'est pas la réalité. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, David, c'est que là, on parle de la plupart des gens qui sont dans le secteur privé, mais dans tous ceux qui sont dans les régimes spéciaux, en réalité, tous ceux qui sont en emploi aujourd'hui à la RATP, ils ne vont pas être quasiment impliqués par la suppression de leur régime. Ils vont travailler 2 ans de plus, certes, mais ils ne vont pas être à 64 ans du tout, puisque aujourd'hui, les âges de départ en moyenne à la RATP ou à la SNCF, c'est entre 56 et 58 ans. Donc, ils vont travailler 2 ans de plus pour ceux qui sont en emploi, mais on ne va pas leur supprimer leur régime spécial. Donc, ils vont toujours avoir des pensions beaucoup plus importantes qui vont être financées par l'impôt des Français. Il ne faut pas oublier aussi autre chose, c'est que le gouvernement a oublié de supprimer le régime spécial des fonctionnaires. Pour l'État, pour les agents des collectivités, pour les agents des hôpitaux, eh bien, même les nouvelles générations d'embauchés... Il n'y a pas la clause du grand-père qui va s'appliquer, Agnès ? Ah ben non, la clause du grand-père ne va pas s'appliquer pour les fonctionnaires, ni de l'État, ni des collectivités, ni des hôpitaux. Il y a le plus gros régime spécial, qui est celui de nos fonctionnaires, n'a pas été modifié, ne sera pas modifié par ce texte. Je trouve ça très dommage, parce que c'est là aussi qu'on avait un vivier d'économies potentielles gigantesque. Notamment le calcul de la pension sur les 6 derniers mois contre les 25 dernières années, c'est ça, je crois, pour les... 25 meilleures années pour la CNAV, et c'est l'entièreté de la carrière pour la retraite complémentaire, qui est quand même pas négligeable dans le poids de votre retraite à terme. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va garder les 6 derniers mois pour toutes les générations, même de nouveaux embauchés de la fonction publique. Je pose la question, pourquoi ? Parce qu'on se prive d'un potentiel de 10 à 15 milliards d'économies à terme. Donc, on pourrait doubler avec la suppression du régime spécial des fonctionnaires à terme. Bon, bien sûr, c'est pas tout de suite. C'est pas au programme, Agnès, on ne s'excite pas, c'est pas au programme. C'est pas au programme, mais là, c'est dommage, parce qu'on parle de justice, on parle d'équité. Moi, j'ai fait beaucoup de débats ces derniers jours sur beaucoup de télévision et de radio, et finalement, on n'arrêtait pas de me brandir le sujet que ceux qui avaient commencé à travailler à 20 ans, ils allaient devoir cotiser 44 ans, etc. Et puis, pour l'injustice du fait que le régime spécial des fonctionnaires n'est pas supprimé, personne n'en parle. Alors que ça permet d'avoir finalement des pensions bien meilleures, 21% de plus hors prime par rapport aux pensions du privé. Et c'est financé par quoi ? Par nos impôts. Donc c'est comme si on cotisait aussi pour la retraite des fonctionnaires. C'est combien d'ailleurs ? Je crois que c'est 30 milliards d'euros que l'État met chaque année, c'est ça Alors, il y a 30 milliards de déficit caché des systèmes de pension publique qui ne sont pas affichés parce que c'est pareil, on disait tout à l'heure, en 2030, les prévisions du corps... avec un taux de chômage à 4,5%, on n'est pas sûr que ce soit la réalité. Ouais. Mais en plus du déficit
qui n'est pas totalement affiché par la plupart des prévisions. Et il y a aussi le déficit des pensions publiques qui n'est jamais affiché. Par exemple, il n'y a pas de caisse des agents pour les pensions des agents de l'État. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas d'affichage du déficit annuel. L'État finance tout ce qu'il y a à financer en augmentant sa cotisation employeur, qui est aujourd'hui à 75%, ce qui est absolument gigantesque. Donc, on a encore des efforts à faire pour que les systèmes de pension français, entre salariés du public et salariés du privé, soient beaucoup plus justes. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une partie des pensions des agents publics, des pensions supplémentaires, elles sont payées par nous, les travailleurs du privé, qui déjà finançons nos propres pensions en passant par l'impôt. Et ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout évoqué dans cette réforme. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Agnès. Merci David. Salut.